Bonjour et bienvenue dans d'Herborance de Charles Ferdinand Ramu, roman que je lis depuis déjà quelques temps, en entier, avec quelques petits commentaires, mais sans couper la vidéo, même si on sonne à ma porte, comme ça a été le cas dans la vidéo précédente, même si je bafouille parfois, et on en est donc resté à cette tête qui sortait de l'éboulement de d'Herborance à la fin du premier chapitre de la deuxième partie, et nous allons donc entrer dans le deuxième chapitre de la deuxième partie d'Herborance. Chapitre extrêmement important, le plus célèbre, le plus lu, le plus commenté, même dans les écoles en Suisse romande, peut-être pas tellement ailleurs, mais ce chapitre 2 de la deuxième partie d'Herborance, la tête qui sortait. On avait au début de la deuxième partie, il sort la tête, puis on nous avait expliqué ce qui se passait autour, avec les géomètres, les gens qui venaient changer le dessin sur la carte, et puis celui qui gardait les moutons, qui était comme un mélèze, un vieux mélèze touché par l'hiver, le berger lui-même, qui fait partie non pas des meubles, mais de la nature elle-même, qui parle au diable présent. Et la tête, cette tête est sortie. Et donc, quelle est cette tête? Voilà ce qui va occuper ce chapitre-là. Chapitre 2. Il sort la tête. C'est exactement le même début que le chapitre 1. Il sort la tête, avec une différence. Dans le chapitre 1, il sort la tête était suivi d'un point de suspension, de 3 points. On en a supprimé 2, il n'en reste qu'un. Cette fois, on va nous dire qui il est. C'était près de 2 mois après l'éboulement. Il aurait fallu, pour le voir, avoir l'œil et les ailes de l'aigle qui tournent en rond dans les hauteurs de l'air, d'où il dirige vers nous un regard perçant et méticuleux, distinguant aussitôt ce qui vit de ce qui ne vit pas, ce qui bouge de ce qui est immobile, ce qui est animé de ce qui est inerte, étant au-dessus des choses avec son œil petit et gris, ou pour qui la distance n'est rien, mais bien le moindre mouvement, le moindre changement dans la disposition des objets ou des êtres, comme quand le lièvre fait ses gambades, comme quand l'enfant de la marmotte sort de son trou. Cette perspective ou ce point de vue, ce changement de point de vue, ce point de vue qui est le point de vue non plus de nous humains, mais le point de vue de l'aigle, de l'animal, qui est un point de vue largement en surplomb, mais qui voit beaucoup mieux que nous, qui voit ce qui vit et ce qui meurt. L'aigle qui se nourrit de ce qui vient de mourir. Lui l'a vu. Et donc, ici, il y a narrativement quelque chose qui est assez original, extrêmement moderne, puisque on quitte ce point de vue humain, ce nous, ce on qu'on avait partout, ce nous collectif très souvent, pour passer au point de vue animal. L'animal est le seul à voir ici, l'aigle, qui voit mieux que nous. Et donc, il y a ce mouvement, nous devenons des aigles. Un aigle qui voit de loin, qui voit de haut, qui voit comme nous, on verrait peut-être en avion, et encore, on ne voit pas avec l'œil de l'aigle. Nous n'avons pas cet œil-là, nous. Et c'est aujourd'hui, je crois, une
chose importante, quelque chose qui est au cœur des pensées d'aujourd'hui, cette idée que l'humain n'est pas le seul sur Terre, que nous devons nous mettre à la place des autres êtres et que nous sommes dans le même bateau que ces êtres-là et peut-être qu'ils voient mieux que nous, notamment les aigles. Lui, alors lui, ce n'est plus l'aigle. Lui, personne ne l'a vu parce qu'il était trop petit, trop perdu au milieu de ce grand désert de pierre. Seul l'aigle l'aurait vu. L'aigle l'a-t-il vu? L'aurait vu. On imagine un aigle, évidemment. Nous ne serons jamais des aigles. Seul l'aigle l'aurait vu parce que la tête a bougé et les pierres autour d'elle ne bougent pas. Quand l'aigle tourne lentement en rond sur ses grandes ailes qu'il maintient immobiles, les inclinant seulement plus ou moins selon la direction du vent et la pression de l'air, comme ceux des barques font avec les voiles, alors il vire et revire, il va, il revient, dominant de très haut l'immense enfoncement où les blocs ne sont plus que comme du gravier épars. C'est là que cette tête s'est montrée. Là, dans le grand soleil qui, depuis plus de 2 heures, est sorti au-dessus de la chaîne, dans une petite tache d'ombre comme une goutte d'encre tombée sur un buvard gris. On l'aurait vu de tout là-haut, mais c'est seulement de tout là-haut qu'on aurait pu le voir, quand il sort sa tête, et sa tête d'abord a été seule à dépasser. On voit bien qu'on retarde le récit. Déjà depuis le début du chapitre précédent, il y a cette tête qui est sortie, mais personne ne la voit, sinon l'aigle, mais nous ne sommes pas l'aigle. Et qu'est-ce que c'est que cette tête qui sort? On a envie de savoir, mais on nous fait patienter. Il faudrait pouvoir dire à l'aigle. Et là, on a du discours direct, des guillemets qui s'ouvrent. Abaisse un peu ton vol, descends pour le mieux voir, quitte rapidement les trop grandes hauteurs où actuellement tu te tiens et tombe. Ces ailes de géant, celles de l'albatros de Baudelaire peut-être aussi. Ici, c'est l'aigle qui devrait quitter sa majesté dans le ciel. Mais alors, suspendant sa chute, il hésiterait, car l'homme n'est pas sa proie, et il a peur de l'homme. Un pauvre homme pourtant, qui sort de dessous la terre, un pauvre homme qui est apparu au milieu d'un espace vide que les blocs laissent entre eux dans leur superposition hasardeuse, sorti de l'ombre, sorti de quelle profondeur, sorti de la nuit, qui s'efforce vers la lumière. Le passage de la nuit à la lumière est essentiel. Sous les pierres, la nuit, la mort, le diable, les diablerets qui se sont effondrés, la lumière, divine peut-être, ou simplement naturelle, le soleil. Il fait, cet homme vu donc par l'aigle, il fait une tache plus claire dans la demi-obscurité qui l'entoure. Il est blanc de peau avec des épaules blanches. Il sort la tête, il lève la tête. Tout d'un coup, il bouge. La tête est levée. Mais il faut bien qu'il constate qu'il ne peut rien voir d'où il est. Et là, on change de point de vue. Ce n'est plus le regard de l'aigle, ce n'est plus le regard des humains qui pourraient le voir ou qui ne pourraient pas. C'est le regard de cette tête qui n'est pas qu'une tête. Rien que le bleu du ciel, quand il regarde au-dessus de lui, un ciel lisse et plat, découpé en rond, bien tendu, comme un couvercle de papier sur un pot de confiture. À nouveau, tout d'un coup, ces images du quotidien, comme un couvercle de papier sur un pot de confiture, le ciel
Le ciel qu'on décrit souvent avec des métaphores grandiloquentes, l'azur, machin, tout ça, là, je trouve cette image encore plus belle que ces images habituelles, ou en tout cas qui nous sort de la tradition littéraire, comme un couvercle de papier sur un pot de confiture, ce ciel découpé en rond bien tendu, à nouveau, parce que le point de vue, c'est cette tête qui ne voit que ça. Il faut qu'il s'élève encore un peu sur les genoux. Tiens, la tête est vraiment sortie. Et sur les mains à l'intérieur de la faille où il est et qui va s'évasant de bas en haut. On ne le voit pas tout entier parce qu'il est du côté de l'ombre. Puis il arrive avec sa tête à la limite du soleil. Le soleil le frappe à la tête. Il s'arrête de nouveau. On voit, ça c'est Ramu vraiment dans ce qu'il a de plus ramusien. On voit le on. Est-ce que c'est encore l'aigle? Peut-être qu'il devient ce personnage qui sort de terre, peut-être qu'il devient visible par d'autres hommes ou par d'autres éléments de la nature, parce que finalement, l'aigle est un des personnages, mais il y a les moutons, il y a d'autres animaux et les plantes. Et on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a les cheveux longs. Ils lui tombent jusque sur la nuque. On voit que des deux mains d'abord, il les écarte devant... Je reprends plus tranquillement, parce qu'on voit les choses lentement survenir. On voit que des deux mains d'abord, il les écarte de devant ses yeux, les rejetant de l'un et de l'autre côté de sa tête, au-dessus de ses oreilles, où il comble comme du linge mouillé. Ses paupières battent, il ferme les yeux, il les rouvre, il les referme. Vraiment, chaque mouvement infime est décrit. Les paupières battent, ferment les yeux, les rouvre, les referme. Il est avec sa tête dans le soleil. Il était juste à la limite. Cette fois, la tête est dans le soleil. Dans le soleil, comme si le soleil le mangeait. Lui qui était dans l'ombre, lui qui était sous les pierres, dans la nuit. Il est dans sa tête. Non, il n'est pas dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, évidemment? Ça n'est pas dit, le point de vue reste extérieur, même si on commence à avoir aussi le point de vue du personnage. Les mélanges de points de vue sont nombreux ici. Il est avec sa tête, dans le soleil, auquel il n'est plus habitué. On voit que là, on se met à la place de ce personnage. On ne sait toujours pas qui c'est. On devine peut-être. Et il faut qu'il s'y réhabitue, car c'est beau, mais ça fait mal. Et c'est bon, mais ça vous brûle. C'est comme quand on fait boire la goutte aux petits enfants. Le son lui chante dans les oreilles. Une sorte d'ivresse qui apparaît ici. Il ne sait plus si c'est en lui que ça bourdonne ou hors de lui. Ayant perdu l'habitude d'entendre, perdu l'habitude de voir, perdu la bonne habitude des couleurs, perdu le goût, perdu l'odorat, perdu les facultés ou la faculté de connaître les formes et d'évaluer les distances. Il est dans le soleil ou il est dans sa tête, disais-je avant. L'erreur était peut-être pas tout à fait une erreur. Il a perdu les sens. On voit tous les sens qui renaissent. On assiste à une naissance. Cette tête qui sort d'un ventre, du ventre de la terre, ici de la terre-mère ou de la pierre-mère. Il ferme les yeux, il ouvre les yeux, on redécrit ce qu'on a déjà décrit avant, mais il le refait. Il met les doigts dans ses oreilles. Il secoue la tête comme un chien qui sort de l'eau. L'animal, toujours présent. Puis, peu à peu, la douceur de la vie a tout de même recommencé à se faire sentir autour de lui, lui parlant tout bas avec son soleil, ses couleurs, toutes ces bonnes choses. Et il a eu,
Et là, on a changé de temps. Vous remarquez qu'on est passé au passé composé. On était auparavant au présent. On commence à nouveau à nous raconter son histoire, alors qu'avant, on nous décrivait ce que l'aigle voyait. Comme des vêtements chauds sur le corps. Il a eu comme des vêtements chauds sur le corps. Il respire à pleine poitrine, comme quand on boit. Les comparaisons sont extrêmement nombreuses, elles sont nombreuses partout, mais ici particulièrement. Comme quand on boit, on avait déjà cette image de la boisson avant boire la goutte aux petits enfants. Donc là aussi, la boisson, le fait de boire, évidemment, c'est nécessaire à la vie. Ça entre, ça a un goût de parfum. Non, ça n'a pas un goût de parfum, c'est pas très bon, le parfum, si on commence à boire les bouteilles de parfum, non, oui, c'est peut-être un peu comme la goutte pour les petits-enfants. Ça entre, ça a un goût et un parfum. On nous donne les deux sens, le goût et l'odorat, les sens les plus profonds. Évidemment, on pense le goût, le parfum, il y a quelque chose, même si le style est assez éloigné, mais quelque chose de presque proustien, une renaissance par le goût et le parfum. Ce n'est pas une madeleine, ici c'est le soleil qui le mange. Ça lui descend dans le corps, ça lui colle, non ça lui colle, ça lui coule, ça collera peut-être après, ça coule, ça lui coule dans l'estomac, ça lui circule dans le ventre, lui rendant ses forces. Alors, il s'élève encore un peu, entre deux gros quartiers de roc à demi recouverts d'éboulis, jusqu'à ce qu'il en ait atteint les bords, d'où la vue s'étend largement de tous côtés. Et tout d'un coup, il est sorti, il voit tout. Le monde qu'il voit ne se résume plus à ce couvercle de pot de confiture qu'était le ciel. Là, il s'est allongé sur une dalle. Le corps tout entier entouré de soleil maintenant. Il est dans le soleil cette fois. Avant, il était déjà dans le soleil. Avec sa tête, il est le corps entier dans le soleil. Le corps tout entier entouré de soleil maintenant, tout entier sous l'influence et dans la dépendance de l'astre. Ah! On a de la chance cette fois, on a de la place plus qu'il ne vous en faut. Il étend ses jambes et bâille. Il lève les bras au-dessus de sa tête, il les allonge largement de chaque côté de son corps. On ne touche rien, on ne touche que l'air qui est tendre, qui est élastique, qui cède aussitôt, puis revient, il était dans les pierres, il touchait toujours quelque chose, et tout d'un coup, il y a de la place. Ah, c'est bon, il se dit, ah, c'est bon, avec quelque chose qu'on a souvent chez Ramu, cette répétition, ah, c'est bon, en suite du récit. En fait, en ce qu'on appelle le discours indirect libre, il se dit « Ah, c'est bon », qui devient un discours direct, qui tout d'un coup répète ceci pour qu'on comprenne de manière claire que c'est lui qui ressent ça. Il bâille à nouveau. Il se gratte la tête, le cou, le dos, les cuisses. Il est vu. Il est vu tout entier. Passage au passif. Il est vu. Par qui ? Par l'aigle. Mais peut-être aussi par d'autres. Il est vu tout entier. On voit. Retour du on voit qu'on avait déjà avant. On voit qu'il a la couleur des raves. Le blanc, hein, l'image est là aussi habituelle. Ces images de confiture, de linge, de rave, de la vie quotidienne, la vie habituelle. On voit qu'il n'a plus que des restes de chaussures d'où sortent ses doigts de pied. L'un des canons de son pantalon s'arrête au genou, l'autre est fendu sur le côté. Il est bien. Il bâille de nouveau. Il s'allonge sur l'autre coude. Il a une espèce de veste déchirée par derrière, jusqu'entre les épaules, et large ouverte par devant. Elle découvre sa poitrine qui est creuse, en même temps qu'il a une barbe dure au menton.
il est tout entier. De la pointe des pieds au sommet de la tête, on voit petit à petit le corps est entier, on a déjà dit le corps tout entier, il est tout entier, de la pointe des pieds au sommet de la tête qu'on nous a décrite, les cheveux longs, les doigts de pied, d'une seule et même couleur, qui change rapidement encore, devenant de plus en plus claire, le cuir, l'étoffe, la toile, sa propre peau, son propre poil. Tout ça se fond dans une seule personne. Le tout a été repeint en une espèce de gris qui devient blanc. Et on voit qu'il a trouvé dans sa poche un vieux crouton de pain noir qu'il devait y avoir glissé à dessein. Alors, tenant le crouton des deux mains devant lui, il fait avec ses dents un bruit qu'on peut entendre. Non seulement on le voit, mais on l'entend. Et on l'entend, ce bruit de crouton de pain, un bruit pourtant discret, mais on l'entend. Alors on sait qui c'est lui-même peut-être, puisqu'il vient de retrouver la vue et l'ouïe et les sens. C'est peut-être d'autres, c'est peut-être les animaux, parce que les animaux vont arriver juste après. Les mouches viennent de plus en plus nombreuses, des papillons aussi, des petits papillons blancs, d'autres finement gris et bleus, montant et descendant, mollement balancés dans l'air comme du papier qu'on déchire. Il mange gloutonnement, ravalant sa salive, dans le petit nuage noir qui tourne autour de lui. Maintenant, il regarde, il voit. Les objets se mettent pour lui les uns en avant des autres. Les objets ont de nouveau entre eux des distances plus ou moins grandes. L'espace s'organise aux alentours de sa personne en hauteur et en profondeur. Le soleil l'aide. Le soleil voulait l'empêcher, il n'y a pas réussi. L'homme force le soleil à l'aider. Si tu ne veux pas, vois-tu, je te force. C'est l'orgueil humain, la force de l'homme, de cet homme qui retrouve sa pleine puissance ici. Et ça, c'est un caillou. Ça, c'est un caillou. Il voit ces roches éclatées dont la tranche à vif est dans la lumière, des bleus avec des veines blanches, des violettes comme la pervenche, des brunes comme la châtaigne, d'autres comme la fleur du trèfle ou bien comme noircies au feu. Ah, des cailloux tant qu'on en veut. Comme il voit, et superposés ou juxtaposés, ils font une chose pas vraie. Mais il y a le soleil dessus, et le soleil est une chose qui existe. Des choses pas vraies. Il existe, moi, j'existe, se dit-il. Mais alors, où est-ce que je suis ? Je suis dans un monde qui n'est pas vrai, que je ne connais pas. Le soleil, je sais ce que c'est. Ces pierres, ces cailloux, qu'est-ce que c'est ? Le paysage a changé, évidemment. Il voit qu'il est en plein milieu d'un grand désert de pierres. Il cherche avec beaucoup de peine à mettre de l'ordre dans sa tête. Et de l'autre côté d'une longue nuit, mais est-ce que je suis resté à la même place ou bien si j'ai changé de séjour, cheminant ainsi sous la terre, et peut-être que j'ai passé finalement par-dessous la montagne, car combien de temps ça a-t-il duré ? Le lieu a changé, le temps aussi, évidemment. De l'autre côté d'une longue nuit, il retrouve ce même soleil. Lui, le soleil, est toujours présent. Mais il voit que ce même soleil éclairait alors, c'était une belle herbe verte, tout un riche pâturage où les vaches étaient éparses, où les hommes transportaient le purin, étendaient le fumier. Tout était en vie. Les sonnailles tintaient au cou des bêtes, les hommes s'appelaient entre eux. Silence. Là, il y a un tiret qui vient briser la phrase. Silence. Il regarde.
plus d'hommes, plus de bêtes, plus d'herbes, plus de chalets. Il voit des pierres, et puis des pierres, et puis des pierres. Il voit tout un immense champ de pierres qui descend en pente douce jusqu'à l'autre chaîne, celle qui se dresse du côté du sud. Et il la reconnaît bien. C'est bien le même lieu, mais c'est plus le même lieu. En même temps, il la reconnaît bien, la montagne, l'autre chaîne. Il la reconnaît bien, elle, tandis que ça brille à son pied, et il ne reconnaît pas d'abord ce que c'est. C'est de l'eau, ces deux petits lacs. Il n'y était pas autrefois. Où est-ce que je suis ? Il se gratte de nouveau la tête. À chaque mouvement qu'il fait, les mouches dont il est couvert s'envolent avec un bruit comme une corde de violon qu'on pince. Il est à Derborance quand même. On voit que petit à petit les choses se précisent, mais Derborance n'est plus le Derborance qu'il connaît, il est à Derborance quand même. C'est ce qu'il se dit. J'y suis, je vois bien que j'y suis, car les fonds sont changés, mais les hauts lieux qui sont tout autour n'ont pas changé. En bas, tout est différent, en haut, tout reste pareil. Il nomme ces sommets un à un, car les noms aussi lui reviennent à la mémoire. Là-haut, cheville. Et ici, c'est la pointe au peigne. Là, en bas, c'est la gorge, ses emperons. Là, à gauche, le porteur de bois, puis, se tournant un peu, il renverse la tête en arrière. Alors il se met à rire. Parce qu'il a compris cette fois. Il y a vraiment cette naissance petit à petit par les sens et les noms qui reviennent. C'est vraiment un passage qui me fait penser à la Madeleine de Proust, ce moment où tout réapparaît. Ici, le passé qui renaît est un passé récent, parce que tout a changé dans l'endroit, sauf les hauts, mais le bas a tout changé, mais il se retrouve maintenant à voir ce qui est en haut. Il se tourne tout à fait vers le nord. C'est à quelque chose comme 1500 mètres au-dessus de vous, sous Saint-Martin. Là, il y a la tranche du glacier. Il voit la place où il a été cassé, et sa cassure brille encore tout frais. Il comprend. Il se dit « je vois ». À nouveau le verbe « voir », c'est plus « il voit », c'est « je vois », mais la vue qui petit à petit se précise, s'aiguise. Il hoche la tête. Ça y est, je comprends. C'est la montagne qui est tombée. Elle nous est tombée dessus. Je me rappelle le bruit qu'il y a eu et le toit s'est aplati sur un de ses côtés contre terre. On voit bien le chemin qu'elle a suivi par Dieu. Ah, c'est joliment descendu et de haut. On voit la route par où elle est venue, droite en bas et juste sur nous, comme si elle avait visé, elle nous avait visé. Et plus une maison, bien sûr, jetant alors ses yeux sur l'immensité des débris, parce qu'il est quasi au milieu lui-même, plus trace d'herbe, plus trace de bêtes non plus, plus trace d'hommes. Il se dit « Où sont-ils » Il se dit « Ils se seront sauvés ». Il se dit « Moi, je suis resté pris ». Il se dit « Mais voilà, je me suis dépris et il m'y a fallu du temps, mais je me suis dépris quand même. » Alors il est heureux. Il ne voit qu'une chose, c'est qu'il est vivant. Il a des yeux qui lui servent à voir, une bouche qui respire un corps, et il le tâte pour aller comme il veut, où il veut, tant qu'il veut. Il voit qu'il a une voix. Là aussi, c'est génial comme c'est écrit. Il voit qu'il a une voix. Ce mot, cet homonyme, voix, et voir la voix, mais la voix on l'entend, mais il voit qu'il a une voix aussi qui lui revient, parce que les mots qu'il pense à présent se forment à mesure avec bruit sur sa langue.
une voix qui va plus vite que lui et qui court en avant de lui pour l'annoncer comme ferait un chien. On avait déjà l'image du chien juste avant. Il élabore dans sa gorge un son qu'il pousse dehors et qui est encore rauque et informulé. Mais il s'entend lui-même. Il se prouve à lui-même qu'il existe, poussant ainsi un premier cri, lequel lui a été renvoyé par l'écho. « Oh !» On répond « Oh !» Et puis, il a dit « C'est moi !»« C'est toi ?» ?»« Oui, c'est moi. » Antoine Pont. On avait peut-être deviné que c'était lui. Là, le nom vient, le nom propre. Il se dit son propre nom. C'est sa renaissance, sa naissance. Il retrouve son identité ici. Il dit son nom, il le répète, il a dit, c'est la montagne qui est venue en bas. Il dit, la montagne m'est venue dessus, comprends-tu? Mais je suis sorti de la montagne. Il rit tout haut, on rit. C'était le rire du diable auparavant qu'on entendait, le rire de la montagne, mais c'était peut-être aussi le rire d'Antoine Pont. Il dit « Ah, ça t'amuse, ça m'amuse aussi, où es-tu » Il se lève. Il devait être maintenant à peu près 10 heures, car on voyait que le soleil était déjà assez élevé dans le ciel. Il ne se montre pourtant ici qu'assez tard au-dessus de la chaîne du Levant, ayant d'abord à faire derrière un long voyage et à gagner à pas patients de pente en pente le sommet. Comme si le soleil lui-même était un montagnard qui devait gravir le sommet, un alpiniste, ici. Le soleil brillait blanc et rond, à une bonne distance du peigne de rochers qui ferme la vue du côté du Levant. Il était devenu chaud et même brûlant. Antoine regarde encore à droite et à gauche, puis s'étant tourné vers l'ouverture de la gorge, il s'est dirigé de ce côté-là, à travers les quartiers de roc. Ils étaient plus ou moins gros et très inégalement répartis, s'étant souvent trouvés coincés entre deux autres blocs déjà en place. Quelques-uns se tenaient ainsi tout debout, dominant le troupeau des autres, comme le berger ses moutons. Cette fois, c'est la pierre qui devient troupeau, qui devient berger et mouton, alors qu'auparavant, des moutons étaient décrits sur les lieux. Seul animal, avec le berger plan qui était là comme le mélèze. Ça, c'était dans le chapitre précédent. Mais maintenant, les pierres deviennent moutons, tout devient mouton. Les nuages sont des moutons, les moutons sont des nuages, les pierres sont des moutons. Il y en avait, on parle de ces pierres moutons ici, de ces pierres surtout, il y en avait qui étaient anguleux et pointus. Il y en avait qui étaient ronds, il y en avait qui étaient menus, tout mélangés de gravier et de sable. Certains faisaient par place une sorte de plancher continu, tandis que certains autres laissaient entre eux des trous ou de larges fentes. Il s'est mis en route précautionneusement, mais il riait de plaisir. Tantôt il se laissait glisser sur le derrière, tantôt, à cause de ses souliers crevés, il n'avançait le pied qu'après avoir choisi soigneusement la place où il allait le poser. Il n'était pas très loin du bas de l'éboulement et à la hauteur d'un des petits lacs qui s'étaient formés derrière le barrage. L'eau, maintenant, s'échappait à leur bout, faisant une cascade, puis disparaissait aussitôt entre les blocs. Il regarde cette eau, à nouveau le changement de temps, ces ruptures de temps verbaux qui sont très fréquentes chez Ramu, avec toujours la tentation du présent. On est au présent, même si on nous raconte une histoire du passé, tout d'un coup c'est présent, tout d'un coup c'est là. Il regarde cette eau, il l'admire parce qu'elle fait un trou où la montagne retournée
porte à son sommet, c'est-à-dire dans la profondeur, un lambeau de ciel bleu, comme un linge oublié le jour de la lessive. À nouveau ce ciel ramené à du concret, le lambeau de ciel bleu, comme un linge oublié le jour de la lessive. Après le pot de confiture. Il rit tout haut, il dit « Et puis quoi ? Ah, se dit-il, il n'y a personne. Oh là, ohé !» Il pousse le cri des montagnes entre ses mains qu'il tient en porte-voix autour de sa bouche. Comme ça. Ohé ! Mais il n'y avait plus, tout d'un coup on revient au passé, il n'y avait plus qu'une sourde rumeur qui s'élève vaguement, loin en arrière de lui, dans les rochers. Et dit-il quoi ? Êtes-vous tous loin à présent ? Et dites donc, c'est moi, vous m'entendez, Antoine Pont. Oh oui, Antoine. Rien. Il s'est mis à rire. C'est qu'il ne m'attende plus. Il crie de nouveau tout haut. Oui, bien sûr, c'est moi, la montagne m'est venue dessus, mais je me suis quand même tiré d'affaire. Vous n'y croyez pas ? Rien. Bon, crie-t-il. Eh bien, je viens. Alors, il s'est engagé entre les plus gros des blocs qui sont aussi ceux qui ont roulé le plus loin. Le gazon continue de pousser dans leur intervalle. Ça, on l'a déjà vu auparavant. Il y pousse beau vert. Le vert revient, la vie revient, servant de pavé à ces ruelles. Et tout d'un coup, d'ailleurs, les termes sont beaucoup plus civilisés. On a des ruelles, on a du gazon. Car ce sont de vraies ruelles. Elles sont tortueuses, elles s'entrecoupent. Quelques-unes aboutissent à une impasse. D'autres sont à demi obstruées en leur milieu. On y perdrait vite son orientation par la diversité et la confusion des passages. Il a mis du temps à s'y débrouiller, mais sa bonne humeur le servait. Il se montre tout à coup à l'endroit où le chemin recommençait à exister avec l'empreinte des fers de mulet et les marques des souliers à clous restés imprimés dans la boue. Le vieux chemin des hommes. Ah, il le reconnaît. Là, tout d'un coup, il est de retour. Il revient, il reconnaît. Il y a eu des hommes. Les hommes se rapprochent. Il se rapproche des hommes. C'est au bord du torrent qu'il a retrouvé son ancien lit. Ah, il s'y reconnaît. La même eau, la même quantité d'eau, sa même couleur, son même bondissement entre les mêmes pierres. Tout d'un coup, le paysage est un paysage familier, un paysage connu. Il comprend qu'il est de retour dans un lieu qui est le sien. Il voit le vieux chemin, le chemin des vieux temps se marquer devant lui. Il n'a plus qu'à le suivre, ça y est, et rien ne gêne plus sa marche, tandis que les premiers buissons d'épines vinettes et les premiers sapins se montrent, qui garnissent ceux-là, le bord du chemin, et ceux-ci, à droite et à gauche, les escarpements de la montagne. On y est. Il se met à chanter. Il lève le bras, il parle tout seul. Dans moins d'un quart d'heure, il va être à Zamperon. Une petite fille qui paissait une chèvre blanche au bord du chemin se retourne, lâche sa corde, puis se sauve en criant. Là, il y a la première présence humaine véritable, mais qui n'est pas un accueil, qui est une crainte, cet homme tout blanc qui sort de l'éboulement. Est-il vraiment un homme vivant ? Il riait plus fort que jamais. Qu'est-ce qu'elle a ? Eh, la petite ! Elle disparaît au tournant du chemin. La chèvre, elle aussi, s'est sauvée, s'élevant par bonds de gradin en gradin, tout en traînant sa corde derrière elle. « Toi aussi ?»« Eh, qu'est-ce que tu as ? Eh, la chevrette, a-t-il dit. » Mais, en même temps, au tournant, 3 ou 4 chalets se sont présentés. Il y en a un dont la porte est ouverte et dont la cheminée au couvercle levé laisse se balancer dans l'air au-dessus d'elle un fin pinceau de fumée blanche, comme la houppe d'un roseau.
Là, la comparaison devient nature et l'élément qui est comparé et lui, civilisation et maison et vie humaine. C'est quand on fait le feu avec du bois mouillé. Il sait ce que c'est. Une femme s'est avancée jusque sur le pas de la porte. Les cris de la petite fille recommencent à se faire entendre. La femme se tourne vers lui. Elle disparaît aussitôt dans l'intérieur de la maison. Voilà qu'elle reparaît déjà, tenant dans ses bras la petite, dont elle a couvert la tête avec le coin de son tablier. Elle-même est suivie d'un garçon de 14 ou 15 ans. Et il reste un instant immobile devant la porte, pendant que la femme part en courant. Puis il part lui-même en courant. Visiblement, il leur fait peur à ces gens. Et là, on a une petite pause dans le récit avant la fin de ce deuxième chapitre, de la deuxième partie. Mais lui, il a dit « Bonjour à vous qui êtes là, et bonjour à vous qui n'êtes pas là. » Il est entré dans la grande chambre basse où il fait sombre et le feu sur l'âtre est obscur parce qu'il a été recouvert. C'est bien chez les Donnelois, ici, disait-il. Ah, a-t-il dit, il n'y a personne. Il sait qui sont ces gens. Il n'y a personne en effet. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Il voit qu'il y a quelque chose de bon à manger qui pend à une cheville au plafond. Il y a sur un rayon du beurre et du pain frais. Il venait de manger un crouton de pain, tout ce qui lui restait. Il casse la miche sur son genou, il prend le beurre avec le doigt, il y a du lait dans un pot. Ils ont bien fait de s'en aller. Il décroche le quartier de viande séchée qui est étroit et long, pas beaucoup plus gros qu'une saucisse, et qui a dans le bout un trou dans lequel une ficelle est passée. Il mord à même dedans. Il boit, il mange et il boit pêle-mêle. Avant, la boisson n'était qu'une comparaison. C'est comme quand on boit. Cette fois, c'est une réalité. Il fait un grand bruit avec ses mâchoires, sans plus rien voir, ni rien entendre, fermé à tout, sauf au bon goût que c'est et à la bonne chaleur que c'est, qui lui descend par tout le corps. À nouveau, ça descend dans le corps, mais cette fois, c'est plus de l'air, c'est de la nourriture et de la boisson. Il fait un bruit avec sa bouche, il fait un bruit avec son ventre. Après tant de jours et de jours où il a été au pain sec et à l'eau, combien ça en fait-il? C'est ce qu'il se demande. Comme dans les prisons, et bien pis parce que dans les prisons, on y voit clair ou à peu près. Il ne bouge pas, il est content. Il reste assis sur le banc, il reste accoudé à la table. Ah, c'est bon. Puis il se dit, et puis à présent, il a oublié où il est. Il a oublié d'où il vient. Ah, se dit-il, tiens, c'est la montagne. La montagne? Oui, tu te rappelles bien. Ah oui, alors il te faut aller. Ah, il se dit, c'est vrai, c'est la montagne qui est tombée. Tout à coup, il a eu peur parce qu'elle est encore tout près. Si elle vous tombait de nouveau dessus, si elle recommençait à tomber. Il n'y a personne? Alors merci bien. Le feu fume blanc derrière lui sur l'âtre, ayant été recouvert d'aiguilles de sapin mouillé. Merci bien. La tête lui tourne. Il voit pourtant le chemin devant lui. Il voit par où il est venu, et c'est à droite. Il faut donc que je prenne à gauche. Tout d'un coup, il y a un jeu ici qui nous met pleinement à la place d'Antoine Pont. Et les oiseaux commencent à être nombreux et le deviennent de plus en plus, tandis qu'il y a comme deux torrents, l'un qui coule au-dessous de lui, l'autre qui est au-dessus de sa tête. C'est des pics, c'est des jets, c'est les ramiers, c'est les petits oiseaux des haies, de plus en plus nombreux, de plus en plus criards. Oui, disait-il, c'est moi, mais taisez-vous. Puis, comme la fatigue lui venait, il s'est laissé tomber au flanc du talus, dans la mousse. Il était dans la pierre, il a trouvé la mousse, il va sans doute
y dormir. Et c'est la fin du chapitre 2. Le chapitre 3 commence par Thérèse, sa femme, qu'il va sans doute revoir. Comment va-t-elle réagir 2 mois plus tard? Elle le croit mort, sans doute. C'est ce qu'on verra dans le chapitre 3, la deuxième partie d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus. Au revoir et à bientôt.